nous, nous sommes à la fois oléiculteurs et mouliniers. L'idée, c'est vraiment de faire corps chocolat et huile d'olive. Génial. À quoi ressemblent tes créations? Elles sont, je pense, gourmandes. Elles racontent toujours une histoire, une poésie. Bonjour Brandon. Salut Bruno. Bienvenue à l'Hosto de Baumanière, dans ce cadre incroyable des Vosges-de-Provence. C'est magnifique. Est-ce que tu as décidé de cuisiner pour les toqués aujourd'hui? Forcément, on est au Vosges-de-Provence, donc un peu d'huile d'olive. Et vu qu'on a une chocolaterie sur place, un peu de chocolat. Ok. Donc ce que je te propose, c'est d'aller à la rencontre d'Émilie, qui est une amie et aussi notre productrice d'huile d'olive au Moulin Castellas. Parfait. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Allez. Bon Bruno, je te présente Émilie Hugues, qui est notre productrice d'huile d'olive. Merci de nous recevoir ici sur votre exploitation. C'est magnifique ici. Hein. On est dans la vallée des Baux, c'est une des plus belles vallées du monde. Parlez-moi un peu du travail, de l'olive jusqu'au nectar précieux. Jusqu'à l'huile d'olive. Donc nous sommes à la fois oléiculteurs et mouliniers. C'est-à-dire qu'on va maîtriser l'ensemble de la chaîne, on va maîtriser la production des fruits jusqu'à l'extraction des jus, l'huile d'olive. Donc nos vergers sont des vergers qui sont en appellation d'origine protégée Vallée des Baux-de-Provence. C'est une appellation d'origine protégée qui va aussi déterminer 4 variétés, la Salonenque, la Glando, la Verdale et la Grossane. La production, elle va évidemment se travailler tout au long de l'année dans le verger. On va avoir des périodes dans lesquelles on va tailler nos arbres, donc la fleur au mois de mai, ensuite au mois de juin on commence à voir apparaître l'olive et puis fin août on va commencer à tester nos maturités, un peu à l'instar des vignerons, on va prélever dans les vergers sur différentes parcelles et extraire des jus pour déterminer si c'est mûr ou non. Ensuite au mois de octobre, novembre, on récolte. À partir de là, on extrait et on assemble rapidement. Je pense qu'on peut comparer ça par exemple à un bon vin. Vous avez du monocépage et puis vous avez des vins d'assemblage, donc assemblage de variétés et non pas de 2 années consécutives. Alors ça donne quoi comme huile d'olive au niveau de la saveur? Pour ma part, ça fait partie des plus belles huiles, en tout cas que j'ai pu déguster. On va avoir souvent des différentes huiles d'olive avec différentes particularités, des saveurs et des complexités aussi aromatiques sur chaque huile d'olive. Comme dit Émilie, c'est comme un bon vin finalement. Chaque année, c'est un millésime différent et le goût va être différent. On va avoir soit un côté plus artichaut, plus herbes fraîches. Là, on est 100% sur une olive Grossane. Effectivement, c'est les cassis. Quel regard vous portez sur ce lien qui vous unit, vous qui produisez et toi Brandon qui crée? On se doit d'être à la hauteur de notre terroir, mais aussi à la hauteur de vous, les chefs, qui exigez une certaine qualité. C'est que du positif en fait. On a besoin de rester à la hauteur, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de changer, ça nous permet d'améliorer ou de continuer à faire ce qu'on sait bien faire. Et ça, c'est un échange qui est juste magique. Hein. Finalement, le prestige, pour nous, c'est d'avoir un produit comme le leur et c'est aussi important à nous de respecter ce qu'ils nous produisent et en tout cas ce que la terre nous donne. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est Brandon qui arrive avec une idée bien précise, voilà je veux ce type d'huile d'olive parce que j'ai une création en tête, ou alors Brandon tu vas t'adapter à ce que propose le producteur? Il y a des huiles où justement c'est parce qu'on te propose quelque chose qui est typique du terroir ou qui est singulier ou qui est particulier, ou alors il vient me voir un jour en me disant Émilie, il faut qu'on fasse une huile aux feuilles d'agrumes. Et de là naît une collaboration sur une huile qui est créée de A à Z pour Brandon. De ce que je ressens moi, c'est qu'on a l'agrume, mais il est vraiment savamment dosé. Ouais, c'est subtil. Émilie, un grand merci pour votre accueil et bonne continuation à vous. Et merci. nous, avec Brandon, on va cuisiner. Vous allez vous régaler. Brandon, ça y est, on y est. Qu'est-ce que tu vas faire? On arrive de chez Émilie et on a vu plein d'olives. Du coup, on va se faire une olive. L'idée, c'est vraiment de faire l'accord chocolat et huile d'olive. Génial, Voilà. Ça donne envie. Alors on est parti. On va commencer par le moulage. Donc ça, c'est des moules en forme d'olive. Là, on est vraiment sur une grossane pour te dire, Émilie m'a validé le format. Ok. Voilà. Donc le chocolat noir. Dans une poche. Dans une poche, c'est toujours plus simple pour pouvoir mouler correctement. Là, on va venir ce qu'on appelle enlever l'excédent au maximum pour que ça puisse se démouler correctement après. Dans notre futur coffret de chocolat, il y aura les 4 variétés dont Émilie nous a parlé ce matin avec les 4 formes différentes. Voilà. Et du coup, ce sera chaque pure origine aura une huile d'olive spécifique avec chaque pure origine. Le Sao Tomé ressortait beaucoup mieux avec la fruitée noire ou la fruitée verte. On a aussi de la Côte d'Ivoire, on va avoir du Vietnam, un peu de Madagascar aussi. C'est 4 pures origines qui sont vraiment très intéressantes et qui finalement, pour nous, sont le match parfait entre certaines huiles d'olive d'Émilie et le chocolat. On va se faire la ganache. On a du sucre, on a du chocolat, de 69% Sao Tomé, donc qui était un petit
une petite île au sud de l'Afrique. Et ici, on va avoir du beurre et de la crème. Ma crème, mon beurre sont chauffés à 60 degrés maximum. D'accord. Pas besoin de les faire bouillir parce qu'on a des crèmes qui sont stérilisées de base et UHT. Si on fait bouillir, je me suis rendu compte qu'on avait des textures qui étaient beaucoup plus dures, beaucoup plus fermes et pas forcément très onctueuses ni fondantes en bouche. D'accord. Là, on va juste mettre notre sucre aussi au départ. Et on va faire chauffer notre crème. Le chocolat, il est fondu, hyper important parce que vu qu'on fait chauffer notre crème à 60 degrés, si on vient rajouter sur le chocolat qui est en bloc, forcément ça ne va pas fondre correctement, il va y avoir des morceaux, ce ne sera pas agréable. Donc là on a une belle ganache qui est bien lisse, bien brillante. Elle est magnifique. Tiens Bruno, si ça ne te dérange pas, je vais me servir un peu de toi. Avec plaisir. Hop. Ce qu'on va se faire en attendant, c'est qu'on va mouler notre fameuse préparation à base d'olive. Et là on a donc une huile d'olive figée. Exactement. Ah ouais. Il n'y a vraiment que de l'huile d'olive et un peu de cacao. 1 an de recherche pour réussir à avoir une texture parfaite et avoir figé l'huile d'olive. Ensuite, donc on va bien mettre un tout petit point. Elle va rester figée quand on va mouler notre ganache, mais en bouche, elle va fondre. Elle va fondre après, ouais. Exactement. On moule notre ganache dessus. Donc, ce qui est hyper important quand même en chocolaterie, c'est de respecter certaines étapes donc de la cristallisation après de la ganache. Il faut laisser au minimum 12 heures avant de pouvoir les refermer et les utiliser. Et je vais te montrer la suite pour faire la finition. Donc du coup là, on a nos petites olives. Parfait. Donc là on a celle-ci à Sao Tomé avec le chocolat noir. Et ici ça c'est de la Côte d'Ivoire avec fruité noir et fruité verte. Plus clair. C'est chocolat lait. Côte d'Ivoire. Là on va juste faire une petite finition. Hop. Écoute, ça commence à ressembler parfaitement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ouais, hein. Là après, on les dispose. Surtout de la mise en, là c'est plus de la mise en scène qu'autre chose. Hein. Oui. D'accord. Donc on a fait un tout petit trou à l'intérieur. Hop. Ah, c'est magnifique. Hein. On s'y croirait, non? Ah. C'est aussi un savoir-faire aussi artisanal avec les artisans avec qui on travaille toute l'année et depuis de nombreuses années en tout cas à Beaumanière, qui s'appelle Joël Rivière, qui nous fait un travail assez extraordinaire. Je vois ça. Si on allait déguster, Brandon, et puis parler un petit peu de toi maintenant. Ouais, bien sûr, on y va. On y va. Allez, c'est parti. Brandon, si on goûtait cette olive qui n'attend que nous. Ouais, bien sûr. Allez, vas-y, hein, c'est parti, on y va. On y va. Hop. Chouette. Tout de suite, l'huile d'olive qui fond. Et derrière le chocolat, la ganache qui arrive. arrive. La typicité du chocolat qui arrive derrière. Là, on sent bien la puissance aromatique. C'est gourmand. Ouais, c'est gourmand, mais c'est pas gras. On pourrait penser qu'avec de l'huile d'olive ou du chocolat, ça peut être gras, mais finalement, j'ai pas un sentiment de gras en bouche, quoi. Délicieux. Bienvenue dans l'interview gourmande. Si tu devais présenter Brandon Dehan, tu dirais quoi? Je dirais que c'est quelqu'un qui est persévérant, exigeant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, tes nombreuses collaborations? J'ai commencé par la cuisine, parce que je voulais commencer par la cuisine pour avoir un regard différent sur mon métier et apporter aussi cette plus-value, en tout cas aujourd'hui, de techniques de cuisine dans ma pâtisserie. J'ai fait de très belles maisons. Hein. J'ai travaillé avec Arnaud Faye et Ophélie Barès à Chantilly. J'ai travaillé au Relais Bernard-Loiseau, chez Olivier Belin en Bretagne, à l'Auberge des Glaziques. Un petit peu à Lyon aussi, chez Christian Tête-d'Oie, avant d'arriver dans cette grande et mythique maison en 2016. Tes distinctions? Une distinction collective qui est pour moi la plus belle distinction qu'on a pu recevoir, qui est la 3e étoile Michelin en 2020. En 2020. J'ai décroché le titre de chef pâtissier de l'année en 2020 par le magazine Le Chef, une titre passion dessert par le guide Michelin aussi en 2019, jeune pâtissier du Gomio en 2019 également, le titre de chocolat de l'année en 2022 pour la chocolaterie et l'award de l'excellence par le club des croqueurs du chocolat. C'est quelques récompenses, mais on ne s'arrête pas à ça et on continue en tout cas au quotidien à essayer de trouver de nouvelles idées pour en tout cas se faire plaisir. Brandon, peux-tu nous présenter la belle maison où tu travailles et plus spécifiquement la chocolaterie dont tu es à l'initiative? L'Hosto de Beaumanière, une maison qui a fêté ses 80 ans en 2025, une maison mythique dans le monde de la gastronomie, hein, qui est connue dans le monde entier, qui est le premier relais château du monde, première grande table du monde. Et du coup, j'ai eu cet honneur de pouvoir créer une chocolaterie au sein de la maison en 2022, une chocolaterie qui, pour moi, avait pour but déjà de rendre Beaumanière accessible à d'autres personnes. S'offrir une table à Beaumanière, c'est pas forcément ce qui est le plus simple, mais s'offrir un chocolat avec la qualité Beaumanière, aujourd'hui, c'est faisable. Comment tu te définis alors du coup, cuisinier, pâtissier, chocolatier? Pâtissier aux multiples casquettes. À quoi ressemblent tes créations?
Elles sont, je pense, gourmandes déjà d'un premier temps. Elles racontent toujours une histoire, une poésie, parce que ça se prête aussi au lieu, aux manières. Dans la réalisation d'une recette, quelle est l'étape qui t'excite le plus? La création est une excitation en elle-même, que ce soit l'idée, finalement peut-être c'est ça le plus intéressant au départ, c'est l'idée. Et puis la finalité quand ça arrive sur une table ou quand je fais déguster, en tout cas la création à Glenn et qu'il me donne son avis. Brandon, est-ce que tu as une Madeleine de Proust? Il y a deux choses. Il y a la première, c'est la tarte fine aux pommes. Mon grand-père en mangeait beaucoup des tartes aux pommes et j'adorais ça, moi. Et il y a une deuxième chose, c'est le pain perdu, mais avec les restes de pain. Je suis issu d'une famille nombreuse et c'est vrai qu'on achetait du pain, mais souvent on mangeait qu'un petit bout, on finissait jamais les baguettes. Ma mère les gardait, elle faisait un pudding ou du pain perdu avec, et ça c'est vraiment un souvenir que j'ai beaucoup. Quel est le tout premier dessert que tu as réalisé dans ta vie, mais en n'étant pas professionnel, hein? C'est un flan, mais un flan avec de la poudre. Genre la poudre pas bonne là. Aujourd'hui je pourrais pas manger ça, mais j'adorais faire ça. Oui, ce qu'on achète dans le commerce. Ouais, exactement. Et ce qui était assez marrant, c'est que je le vendais à mes voisines. Mais est-ce que c'était bon? Non, c'était pas bon, mais elles adoraient ça, elles me l'achetaient quoi. Quelle est ta plus belle découverte culinaire? Les grands plats, j'en goûte presque tous les jours parce que je goûte ceux de Glenn et pour moi, il fait une cuisine assez authentique et unique que j'aime. Est-ce que tu as un plat réconfort? On va dire que je ne me réfugie pas forcément dans la nourriture quand j'ai pas le moral, mais je me réfugie plutôt dans le sport. Mais non, il y a un truc que j'aime bien manger, c'est des pâtes avec du parmesan râpé dessus et c'est tout, quoi. Ça, j'adore ça. Al dente? Bien sûr, évidemment. Brandon, pour une soirée en amoureux, dans quel restaurant tu vas emmener ta douce? Ou si c'est toi qui cuisines, qu'est-ce que tu vas lui préparer? Le restaurant de la Mirande à Avignon avec Florent Pietraval qui est un ami. Et après, si c'est à la maison, voilà, comme je disais tout à l'heure, un plat simple avec des pâtes, voilà, des petites ravioles un peu sympas avec un peu du chèvre frais, du citron et un peu de basilic et de l'huile d'olive. Quel serait pour toi le dîner parfait? Avec qui? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'assiette, dans les verres, jusqu'à même l'ambiance musicale? Moi je vais paraître un peu lover dans l'histoire, mais je dirais que c'est avec ma compagne Camille. Une belle bouteille de vin, un Bourgogne forcément, parce que j'aime le Bourgogne. Et dans l'assiette, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais même pas s'il faut une assiette, juste le moment présent, passer avec quelqu'un. C'est souvent ça pour moi le plus important. Des amis, échanger, partager un moment autour d'une belle bouteille, avec des fromages, voilà, des choses simples mais efficaces. Et l'ambiance musicale? Un petit fond de musique un peu provençal, gitano. Ah ouais. Ça c'est sympa. Pour finir, Brandon, quel est ton dicton ou la phrase qui te guide au quotidien dans ton travail? J'ai plusieurs phrases que j'aime beaucoup. La première qui est de ne jamais oublier d'où l'on vient parce que c'est important. Et après, il y a un dicton que Glenn dit souvent qui dit « Aujourd'hui c'est bien, demain c'est mieux ». Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui nous anime au quotidien dans le sens où on veut toujours faire mieux demain parce que c'est hyper important en tout cas de se remettre en question. Merci beaucoup de ton accueil, de ta disponibilité. Merci.